Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sport. Plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise olympique depuis 1894, complétée par le mot « ensemble » en 2021. Une devise qui semble dire que, oui, des athlètes seront toujours capables de battre record après record. Jusqu'où? Et au niveau amateur, on trouve aussi de plus en plus de gens qui cherchent à dépasser leurs limites. Les semi-marathons, les marathons ne suffisent plus. Certains se préparent dur pour des triathlons ou encore des courses de plus de 140 km ou courent des milliers de kilomètres en quelques mois seulement. Le Journal de Montréal a d'ailleurs publié récemment tout un dossier sur ces sportifs de l'extrême. Mais justement, y a-t-il un plafond à ce dépassement de soi? Est-ce qu'on arrive aux limites des performances sportives de notre corps humain quand ça se joue à quelques dixièmes de seconde ou de grammes près? Quelles sont ces limites? Et qu'est-ce qu'on va faire pour tenter quand même de les dépasser? Voici Baptiste Zapirin. 5000 km en 5 mois. C'est une des courses les plus extrêmes du monde, en moyenne un marathon par jour, 6 jours par semaine pendant 20 semaines, de Los Angeles à Washington. Certains font ça, oui, et des chercheurs ont analysé leurs performances et publié leurs travaux en 2019 dans la revue Science Advance, afin de mesurer les limites de l'endurance humaine. Eh bien, leur conclusion, c'est que l'endurance limite, c'est 2,5 fois le métabolisme de base. Et oui, la réponse scientifique, elle est en calories, en énergie disponible. Et 2,5 fois le métabolisme de base, c'est 2 fois et demi le nombre de calories dont votre corps a besoin pour fonctionner au minimum. Ça dépend de votre taille, poids, âge, sexe. Si vous êtes un homme de 30 ans, d'1m80 pour 80 kg, donc un peu moins de 6 pieds et 180 livres, ce métabolisme de base, c'est 1800 calories. Votre endurance max, dans ce cas, c'est donc 2 fois et demi cette énergie, 4500 calories à dépenser. En comparant avec l'énergie qu'on brûle habituellement dans la course à pied, ça veut dire que vous pourriez donc, techniquement, courir un maximum de 5h, 5h30 dans la journée, un rythme de 9-10 km/h. À condition de vous alimenter en cours de route, bien sûr, pour compenser. Au-delà de cet effort, même si vous avalez des calories pour tenir le coup, les chercheurs constatent que les athlètes perdent quand même du poids. Même en mangeant davantage, notre système digestif ne permet pas de convertir cette alimentation suffisamment vite pour tenir plus longtemps. Alors oui, on peut faire un effort ponctuel plus important, des fois même bien plus important, mais on ne pourra pas maintenir cet effort pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Notre corps finira par se consumer. Pour la puissance, la vitesse, la capacité à soulever des poids ou l'agilité, notre potentiel individuel dépend bien sûr de l'entraînement, mais aussi au départ de notre génétique. Certains naissent avec des muscles qui se contractent vite mais se fatiguent rapidement, et donc seront plus performants dans les efforts explosifs, tandis que pour d'autres, ce sera le contraire. Et on se demande si on ne commence pas à voir le bout du potentiel physique humain. Est-ce qu'on n'a pas été au bout des meilleures combinaisons de génétique et d'entraînement? L'exemple le plus emblématique, c'est le record du monde du 100 mètres, toujours détenu par le Jamaïcain Usain Bolt en 9 secondes 58, alors que ce record date quand même de 2009. Et chez les femmes, le 10 secondes 49 de l'américaine Florence Griffith Joyner n'a pas été battu depuis 1989. Est-ce que c'est un signe qu'on n'arrive pas à un plateau de performance? Alors, dans le monde du sport professionnel ou du sport extrême, on continue de penser qu'il y a des progrès à aller chercher. Mais personne n'envisage un 100 mètres couru en 7 secondes, ou un haltérophile qui soulèverait 400 kg à l'épaulé jeté. Le record actuel, c'est 264 kg. On semble plutôt viser des progrès athlétiques à la marge, grâce à la nutrition ou en optimisant encore mieux les préparations, grâce à la technologie. Ah, technologie, le mot est lâché. Allons très loin. Pour certains, et notamment la mouvance techno-libertarienne, l'avenir de la performance sportive, il est dans le corps techno. Et si l'athlète de demain était carrément transhumaniste, un corps auquel on branche des prothèses ou un exosquelette
pour courir plus vite ou sauter plus loin. Et c'est vrai que la technologie impacte déjà lourdement les performances en sport. Les skis par exemple ou les raquettes de tennis fabriquées avec des matériaux modernes sont bien plus performants. Les combinaisons de natation glissent mieux dans l'eau aussi. Alors après l'équipement, pourquoi pas le corps ? Certains petits génies travaillent déjà à implanter des puces sous-cutanées pour des usages quotidiens, comme remplacer les tickets de métro. Mais on imagine facilement l'intérêt en sport pour le suivi des performances par exemple. Et là, on ne parle même pas des modifications génétiques, certainement capables d'améliorer la récupération par exemple. Avec ce genre de perspective, les scandales de dopage paraissent déjà bien loin. Ouais, transhumanisme et dopage, un beau sujet de philosophie. Peut-être qu'une fois la course au record dépassée, on appréciera ces sports à chronomètre ou à poids pour la beauté de leur performance pure, admirer l'exploit en lui-même pour la beauté du geste ou pour la compétition, le jeu, la technique, les mouvements, les athlètes, un peu comme une partie d'hockey où le suspense prime sur les records. Un peu aussi comme dans la Grèce antique, à l'époque des premiers Jeux olympiques, on n'enregistrait aucun record et ça n'a pas empêché de se passionner pour les dieux du stade comme Léonidas de Rhodes qui a obtenu 12 couronnes olympiques au 2e siècle. Aucun record enregistré donc, mais ça ne l'a pas empêché de devenir une légende. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.